Deuxième partie des lectures de l'été, j'en suis toujours à Vive la malbouffe, un livre très très intéressant qui critique le mode de nourriture industrielle que nous avons aujourd'hui. Vraiment indispensable. Je vais vous lire un extrait. L'empereur du poulet fait plouf. Le groupe Doux, on nous l'avait vendu comme une belle réussite industrielle, le must de l'agriculture intensive. Coup de tonnerre. À l'été 2012, il dépose le bilan. Depuis, le numéro 1 européen de la volaille, placé en liquidation judiciaire, guette un hypothétique repreneur. Quoi? Un empire bâti à coups de subventions nationales et européennes, qui appliquait à la lettre les méthodes de l'agriculture productiviste mises en place en Bretagne dans les années 1970? Un modèle plébiscité par la FNSEA, le mastodonte du syndicalisme agricole, et par les élus locaux et nationaux? La malbouffe n'est plus ce qu'elle était. Imaginez. 1 million de volailles abattues chaque jour, soit 1 million de tonnes par an. Un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, dont près de 2 tiers en France. Du poulet sous toutes ses formes, fabriqué dans les propres usines du groupe et commercialisé avec des marques maison comme Père Dodu dans plus de 130 pays. Au service de cette grosse machine, pas moins de 3400 salariés, 800 éleveurs de poussins, 1000 transporteurs, sans compter une ribambelle de fournisseurs. Admirable, non? Rude détail de ce qu'était cette méga machine à volaille. D'abord, le poulet. Le poulet industriel vit 40 jours, pas un de plus, car il est issu d'une souche sélectionnée pour pousser à vitesse grand V, presque 2 fois plus vite qu'une souche rustique. Ils sont serrés comme des sardines en boîte, à 25 au mètre carré, dans un poulailler géant, éclairé 23h30 sur 24, et qui peut contenir jusqu'à 20 000 volailles. À force de piétiner dans ses fientes, il fait le plein de bactéries du genre E. coli, qui lui infligent des diarrhées à répétition. Son squelette est mal fichu, avec des défauts d'aplomb et des pattes tordues. Tout ça aggravé par l'impossibilité de se dégourdir les serres. La surpopulation le rend agressif. Souvent on l'ébec, c'est-à-dire on lui coupe le bec, pour l'empêcher, et on lui pose des lunettes, des petits rectangles en plastique fixés sur le bec, pour l'empêcher d'attaquer ses congénères. Ajoutez-y l'air saturé de poussière d'ammoniac qui attaque les bronches et les yeux, et les défaillances cardiaques dues au manque d'exercice physique. Au total, jusqu'à 6% des poulets passent l'arme à gauche dans le poulailler. L'éleveur, Doux, a inventé pour lui le contrat d'intégration, que lui a ensuite piqué la concurrence. L'éleveur est transformé en OS, Doux lui dicte tout ce qu'il a le droit de faire. Les poulets, qui d'ailleurs ne lui appartiennent pas, il doit les engraisser en 40 jours en suivant un plan d'élevage. C'est Doux qui fournit les poussins, préalablement vaccinés, livre la pitance sous forme de granulés fabriqués dans ses usines, puis qui ramasse les poulets calibrés à exactement 1,5 kg pour les zigouiller et les transformer dans ses propres abattoirs usines. Un travail passionnant que celui d'éleveur, généreusement payé 17 centimes d'euros le kilo de poulet. Livré, les volailles passent de vie à trépas dans le poulailler, eh bien, sont pour sa pomme. Tout comme le chauffage, les soins vétérinaires, les médocs, les assurances et bien sûr l'emprunt qu'il a dû contracter pour construire son poulailler XXL. L'ouvrier. Les 4/5 des ouvriers qui travaillent dans les abattoirs et les usines du groupe pointent au SMIC. Doux chipote même sur les temps de pause. Il a fallu 4 ans de bras de fer pour que le patriarche Charles Doux, fils du fondateur de la boîte, accepte de régler la demi-heure de pause quotidienne. Et encore, le salarié français n'a pas de quoi se plaindre. Son alter ego qui trime au Brésil dans la filiale rachetée par Doux en 1998, et cédée depuis, touche royalement une centaine d'euros par mois. Dans les 12 usines que Doux fait tourner en France, règne une cadence infernale façon l'aile ou la cuisse. Il faut moins d'1 heure entre le moment où un poulet arrive en caquetant à celui où il ressort en escalope cordon bleu. Le contribuable. Ça s'améliore. Le groupe Doux ne tourne pas à plein parce qu'il siphonne les subventions européennes. Près d'1 milliard d'euros de subventions en une quinzaine d'années. Il a ainsi raflé 65,5% des aides à l'exportation sur les viandes de volaille, soit environ 60 millions d'euros de rente chaque année. C'est en partie grâce à cette manne, que Charles Doux a pu mettre la main sur le 3e volailler d'Amérique du Sud, le Brésilien Frango Sul, et délocaliser une partie de sa production, ce qui lui a permis de fermer, en 10 ans, 16 sites en France, et de mettre à la porte plus de 600 salariés. Pour moins débourser lors du passage en douane de ces poulets brésiliens congelés, le groupe les a légèrement
saupoudrés de sel, profitant d'un étonnant règlement européen qui taxe 20% moins cher la volaille saumurée. Le plus ébouriffant, c'est qu'en réexportant ainsi en France ses propres poulets brésiliens qui sont 33% moins chers, d'où à concurrencer ses propres éleveurs qui ont dû réduire la surface totale de leur poulailler d'1 million de mètres carrés en une poignée d'années. Dans les poches de Bruxelles, le groupe a également pioché les subventions aux aliments du bétail. Une aide qu'on ne touche qu'en exportant du poulet congelé nourri avec des céréales européennes, juste le créneau sur lequel le breton est leader. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards quand on sait que pour faire 1 kg de poulet, il faut 1,8 kg de céréales et que le contenu de la gamelle représente plus de la moitié du coût de revient. Une cagnotte beaucoup moins connue mais qui a rapporté elle aussi au groupe 1 milliard d'euros en 15 ans. Au total, c'est 2 milliards d'euros dont les contribuables européens auront fait cadeau à Doux. Explique l'agroéconomiste Jacques Berthelot qui a décortiqué les aides touchées par l'industriel. Les Africains, grâce à la corne d'abondance de la PAC, la politique agricole commune, Doux a pu envoyer par cargo entier vers le Moyen-Orient et l'Afrique ses carcasses de poulet congelées financées à 66% par des subventions. Des exportations à prix cassé qui, en Afrique de l'Ouest, ont bien failli avoir la peau de la volaille locale. Le poulet moderne, comme on l'appelle là-bas, se retrouve en effet sur les étals 3 fois moins cher. C'est pas étonnant, en parenthèse, que ces pays s'appauvrissent et qu'ensuite nous envoient tous leurs pauvres chez nous. Vraiment intéressant. Le vacancier et les poissons. Avec les fientes de ces méga poulaillers, Doux participe joyeusement à l'enrichissement de la flotte bretonne en nitrate. Flotte donc l'eau, en nitrate et en azote. L'aliment préféré des algues vertes qui s'échouent l'été sur les plages. Sachant qu'un poulet industriel génère quotidiennement 38 grammes d'azote et que le groupe en zigouille 1 million par jour, ça vous donne en un an près de 14 000 tonnes d'azote, soit 20% de l'azote d'origine agricole rejeté chaque année dans la mer en Bretagne. Non seulement Doux pollue, mais il a été pris la main dans le sac en train de tricher. Il y a 5 ans, le roi du poulet industriel s'est fait voler dans les plumes par la cour d'appel de Rennes dans une affaire d'association Eau et Rivières de Bretagne qui ferraille contre les pollueurs, qui s'était porté partie civile. Les services vétérinaires avaient découvert dans 10 élevages d'Ille-et-Vilaine, travaillant pour la famille Doux, des milliers de poulets clandestins. Dans l'un de ces bâtiments autorisés à accueillir au grand maximum 20 000 bestioles, s'entassaient jusqu'à 28 880 volailles. Donc 40% de plus, de trop. 20% de trop, pardon. Je suis mauvais en maths. Et tant pis si les installations n'étaient pas prévues pour traiter les fientes des pensionnaires en surplus. Le consommateur. Ce que Doux lui met dans l'assiette, c'est avant tout de la volaille industrielle low cost. Un gallinacé que le manque d'exercice et la pousse rapide ont rendu gras et mou. Le meilleur étant le poulet minerai, baptisé ainsi parce qu'il est utilisé comme matière première pas chère dans les plats cuisinés. Pour nourrir le poulet industriel, surtout depuis que les farines animales sont interdites, par parenthèse, vous verrez dans le livre qu'elles sont toujours utilisées, dans plein d'endroits en Europe, malgré leur interdiction, rien de mieux que le soja, très riche en protéines, et surtout produit au Brésil dans des fermes tellement rentables qu'on déboise à tout va, 2,4 millions d'hectares disparaissent chaque année en Amérique du Sud, directement ou indirectement à cause du soja. Avec le poulet, adieu la forêt amazonienne. Le poulet industriel ingurgite du soja qui a parcouru des milliers de kilomètres, et il repart congelé à l'exportation, parcourant des milliers de kilomètres. Bravo le bilan carbone. Récapitulons. Le modèle Doux est une catastrophe pour le consommateur, le vacancier, les pays en développement, les forêts, le contribuable, le salarié, l'éleveur, et même pour le poulet. Mais qu'on se rassure, la famille Doux, si elle a perdu quelques plumes, fait encore partie des 500 plus grosses fortunes de France. On applaudit des deux ailes. Ce livre, très rigolo, touche effectivement des problèmes tout à fait réels. Et à titre personnel, si la famille Doux me demande du conseil pour s'en sortir dans ses manoirs en France, va faire un coup, tu n'auras pas mon aide, parce que c'est dégueulasse. Et en plus, c'est nos impôts. Bref, donc, la solution à toute cette malbouffe, c'est évidemment l'autonomie, se réapproprier votre propre nourriture, votre propre alimentation. Et puis, évidemment, lire d'autres livres qui vous apportent un petit peu de compétences pour le faire. À mes amis suisses, que je salue, leur conseille toujours un hebdomadaire
Terre et Nature, qui est un journal que j'aime bien lire et qui, évidemment, parle de tout ce qui peut être fait au niveau de l'agriculture, etc. En France, il y a aussi L'Art de faire, qui est un excellent journal, qui est, je crois, mensuel, et qui est vraiment très très intéressant. Alors, si vous avez tenu jusqu'à ma lecture jusqu'ici, encore quelques livres rapidement qui peut-être peuvent vous intéresser de tout un autre domaine. Alors, un livre que j'avais depuis quelques années que j'avais pas lu, Les secrets d'un mentaliste de John Bastardi Domon, qui est un livre que j'ai mis de côté parce que je pensais qu'il parlait essentiellement de programmation neurolinguistique, PNL, que je connais, que j'ai étudié déjà il y a presque 20 ans, je me souviens la première fois en 87, avec le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, Unlimited Power, si vous le connaissez, très bon. Et puis à l'université, bien sûr, avec les livres de Catherine Cudicio et puis des livres américains sur la programmation neurolinguistique. Mais en fait, ce livre, bien sûr, touche à cela, mais il parle surtout en fait, avec un style assez plaisant à lire, comment les individus utilisent les mécaniques psychologiques verbales, mais surtout non verbales de la communication pour s'influencer. Alors, il part de son expérience, je ne savais pas que c'est un avocat sur le barreau de Nice, qui a une expérience de prestidigitateur, donc de magicien contact, etc., et qui utilise ceci comme fil rouge pour montrer que nous pouvons manipuler les autres. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise très très peu la PNL, parce que j'ai toujours perçu comme étant un peu une triche. C'est comme la drague. C'est très facile de draguer n'importe quelle nana en utilisant les bonnes techniques. Mais c'est de la triche, quoi. Puis à la fin, quoi. En fait, je devrais l'utiliser plus souvent. Enfin bref. Donc ce que John Domon explique, ce sont comment finalement on utilise la manipulation pour nous divertir dans le monde de la magie, de la prestidigitation, mais aussi, et il avance petit à petit subtilement dans son livre, comment cette manipulation est utilisée par les politiques, par les entreprises, et de plus en plus dans l'ingénierie sociale pour manipuler des masses entières. Donc en fait, il décortique certaines des techniques de manipulation qui nous sont malheureusement jetées dessus et dans lesquelles nous tombons souvent dans leur piège. Et je crois qu'il a sorti un deuxième livre d'ailleurs, c'est un livre qui date de, je crois, 2011. Je crois qu'il en a sorti un cette année ou l'année dernière, qui est la suite, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un livre très intéressant, donc je salue également Nice via John Bastardi Domon. C'est un livre qui est 16 euros, je ne sais pas quelle est l'édition, édition de La Martinière. Voilà, vraiment, moi j'ai trouvé très sympa. J'ai trouvé ce livre intéressant, je l'avais acheté à l'époque, et j'ai enfin eu le temps de le lire. Et je trouvais aussi une bonne introduction à la manipulation et comment peut-être éviter de se faire manipuler. Autre livre que j'ai lu, très intéressant aussi, je l'avais préparé, j'avais lu une première fois l'année dernière pour préparer mon interview lorsque je suis allé à Rome, interviewer Casa Pound pour le livre Rue Barba. Ça, c'est un livre, donc il a un titre italiophone, Nessun Dolore. L'auteur est Domenico Di Tullio, mais le livre est en français. Hein. C'est un roman en fait autobiographique de Domenico Di Tullio, qui est un avocat également, qui milite encore, je ne suis pas sûr, mais en tout cas qui a milité, donc c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, il est né en 1969, qui est avocat et qui a milité dans l'organisation, dans l'association Casa Pound à Rome. Et donc il explique comment depuis le début cette association, qui est très intéressante, qui est une démarche, vous pouvez adhérer ou pas à leurs idées politiques, c'est pas la question, mais c'est toujours très intéressant de voir comment aussi leur démarche d'autonomie, alors plus politique et plus urbaine, s'est mise en place. Et c'est vrai que dans le livre Rue Barba, on donne comme exemple Christiania au Danemark, mais également Casa Pound à Rome, comme étant des ébauches de tentatives de base autonome durable, en tout cas d'autonomie dans le milieu urbain. Et donc ce livre, c'est sous forme de roman autobiographique et très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je vous le conseille. Donc Nessun Dolore, Domenico Di Tullio. Et puis, petit clin d'œil et petit bonjour à tous mes amis en Tunisie. Voilà, un livre d'un auteur, une tunisienne, Alia Mabrouk, Le soupir des vaincus, qui est en fait un roman historique. Alors je l'ai trouvé je ne vais pas vous embêter avec tous les romans historiques que je lis, j'en lis
des quantités hallucinantes, mais surtout des livres d'histoire. Mais celui-ci, j'ai trouvé très particulièrement, tout d'abord, parce qu'il m'a été offert par un de mes meilleurs amis à Tunis, Khaled, si tu me vois, vous me manquez les mecs en Tunisie. Bref, mais ce livre est très intéressant. Il relate en fait l'insurrection en Tunisie, fin du 19e siècle, 1864, en fait, qui prépare l'arrivée en fait de la tutelle française en Tunisie. Donc on a un arrière-plan de la grande histoire avec le conflit entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France, qui gagnera à la fin, bien sûr, ce conflit, et l'Italie, pour la mainmise sur la Tunisie, qui fait partie à ce moment-là, qui fait partie de l'Empire ottoman, qui commence à être l'homme malade de l'Europe, comme on le disait plus tard, et qui perd sa mainmise sur cette Tunisie. Et cette Tunisie est gérée par un bey, mou, faible, avec une administration corrompue, vendue à des intérêts internationaux, vendue à des pays étrangers, et qui exploite le peuple, qui le pressurise par des impôts, par des lois stupides, iniques et impopulaires, et qui s'en fout parce qu'elle est prête à partir le jour où ça va mal, et d'ailleurs elle va vendre le pays. Et le peuple, donc, qui est relaté aussi, donc c'est là où on rentre dans la petite histoire, donc c'est pas un livre très très long, mais c'est un livre vraiment, en plus, excellemment bien écrit. De plus en plus, pour des bons livres français, pour des bons romans français, il faut les trouver en Afrique du Nord, en Afrique, au Liban, etc. Parce que là, il n'y a pas le politiquement correct. C'est vraiment, ça rentre vraiment dans la réalité des choses. Où là, on voit comment des familles de paysans, de pêcheurs, de commerçants sont ruinés, sont écrasés par les impôts, sont face à la famine et se révoltent. Et comment cette révolte courageuse, digne, en fait, est contre l'État, mais est contre aussi les imams qui jouent le jeu de l'État. Et là, on voit aussi comment les religions sont toujours, enfin malheureusement souvent, elles sont utilisées par le pouvoir pour asservir les peuples. Quand Marx disait que ou Lénine, j'ai vu, la religion est l'opium du peuple, c'est dans ce sens-là qu'il l'entendait, c'est dans ce sens-là qu'historiquement on le voit. C'est-à-dire que l'État utilise les imams, les hommes de foi, pour abrutir le peuple et les garder soumis. Soumis pas à Dieu, puisque l'idée c'est que si on est religieux, on doit être soumis à Dieu, dans l'islam, mais soumis à l'État, soumis aux puissants, soumis aux percepteurs d'impôts. Et là aussi, on voit des histoires louches d'administrateurs qui sont très ottomans, qui sont en fait des convertis à l'islam, mais qui en fait sont d'autres religions avant, et qui exploitent pour le compte du bey, et qui en fait s'en mettent plein les poches, et surtout qui endettent le pays. Là, il y a tout un chapitre sur la dette de la Tunisie de cette époque-là, où on voit très bien que cette dette, les gens qui endettent le pays ont des commissions des banquiers pour souscrire la dette, ils ont des commissions directement sur la dette qui est mise, et eux, ils vont s'en aller, donc ils vont jamais avoir besoin de la rembourser. Ceux qui vont la rembourser, c'est les pauvres, c'est les paysans, c'est le peuple. Alors, si ce que je viens de vous raconter vous rappelle un pays près de chez vous, c'est normal. C'est parce qu'il est en train de nous arriver exactement la même chose. Donc, c'est un livre que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Donc, si vous avez tenu 18 minutes jusqu'à maintenant, ça aussi, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Alors, c'est un roman historique. C'est à la fois historique, mais c'est à la fois une allégorie sur ce qui est en train de se passer maintenant. Et les Tunisiens à l'époque ont eu le courage de se révolter. Je vous le dis tout de suite, ils se sont fait mater et ça s'est mal passé. Mais le pays s'est effondré et ensuite la France a pris le dessus, a pris le contrôle du pays. Mais intéressant. Voilà, donc ça c'était les lectures, voilà, édition Déméter, 18 dinars, 14 euros. Voilà, un livre que j'ai trouvé excellent, une auteure qui écrit très très bien. Malia Mabrouk. Moi j'aime beaucoup les auteurs arabes francophones. Je suis un grand fan d'Amin Malouf, etc. Donc j'en découvre une en plus, vraiment très très bien. Voilà. Donc c'était un petit peu quelques conseils de lecture d'été, quelques livres parmi la vingtaine que j'ai lus. Et surtout, prenez bien soin de vous, profitez bien de l'été, en famille, avec vos enfants, même si vous empêche de faire des vidéos. C'est la 4e fois que je la fais celle-ci. Hein. Ouais, évidemment, vous ne le savez pas. Mais... Bref, et ils sont venus me déranger. J'ai faim. Bref, profitez quand même de votre famille, profitez des enfants, profitez de sortir. Ne regardez pas la télé. Et qu'est-ce que vous faites devant Internet? Ça aussi, maintenant, dehors. Allez.
Allez,